Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. J'ai la chance de découvrir pour la première fois Alger. Et ce sont mes premiers pas en Algérie. C'est un immense bonheur parce que je rencontre que des gens heureux, et des gens heureux de m'accueillir avec mon épouse qui m'accompagne, la dermatologue. Et nous passons un moment vraiment exceptionnel, un moment même parfois magique, parce qu'on sent une telle empathie, une telle envie de faire découvrir leur pays de tous ces collègues rhumatologues qui m'ont convié ici, que je sais, c'est un immense moment de bonheur. J'ai beaucoup d'amis, confrères algériens qui travaillent en principauté également. Voilà, ces collègues algériens, le docteur Ben Yalès, le docteur Gaïd, le docteur Jaffer, m'ont tous tellement parlé avec tellement d'enthousiasme de leur pays, même s'ils sont en principauté depuis de très nombreuses années, mais quand j'ai dit que j'allais faire une conférence en Algérie, pour eux c'était l'objectif de l'année, que ça se passe presque de l'année pour que ça se passe pour le mieux et que j'en garde un souvenir inoubliable et surtout que j'ai envie d'y retourner. Le radiologue est partie prenante de l'activité des rhumatologues, puisque d'abord on doit leur apporter des diagnostics, puisque de toutes les pathologies dont souffrent les patients atteints, les patients de la sphère rhumatologique, tous ces patients doivent bénéficier d'un certain nombre d'examens, beaucoup de radio bien entendu, d'échographie, de scanners et d'IRM. Et le rôle du radiologue, c'est de lire tout ça, c'est d'expliquer tout ça, d'aller au bout du diagnostic. Donc ça, c'est une part. Et moi, j'étais plus invité parce que pour l'activité de radiologie interventionnelle, puisque j'ai une activité quasiment spécifique radiologue interventionnelle, c'est-à-dire que je vais utiliser l'imagerie pour guider mes interventions, pour guider mes aiguilles, pour guider mes cathéters, pour injecter tout ce que je dois injecter, le ciment, traité par laser, par radiofréquence, par le froid, toutes ces techniques que nous avons développées dans le monde de la radiologie interventionnelle. Les rhumatologues en ont besoin, donc c'est pour traiter les douleurs, pour traiter les hernies discales, pour traiter tous les tassements de vertèbres, pour traiter les tumeurs. Donc le radiologue interventionnel a une place très très importante et je voulais leur montrer à ce congrès et je pense qu'ils ont bien compris et ils sont très très demandeurs, les rhumatologues. Je suis médecin, je suis responsable de la consultation de la douleur de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Comme les rhumatologues voient beaucoup de patients douloureux, ils ont l'impression qu'ils savent faire. Et ils font ce qu'ils peuvent, ils font bien, mais des spécialistes de la douleur doivent pouvoir apporter un autre angle, je pense, et c'est très intéressant. La prise en charge de la douleur, je veux dire quelque chose d'un peu bêta. C'est finalement du bon sens et beaucoup d'humanité. Et pas forcément beaucoup de médicaments? Juste ce qu'il faut, au bon moment et aux bonnes doses. Mais il ne faut pas avoir peur du médicament, il a sa place. Il a sa place, c'est indubitable. C'est pas un frein, ça ne doit pas être un frein. C'est mis en avant. Il faut arriver à les manier, il faut y aller doucement, il faut prendre du temps, il faut revoir les patients. Ce ne sont pas des recettes, des protocoles où on peut aller vite. C'est vrai, il faut prendre en charge la personne et parfois il y a des choses toutes simples qui améliorent et juste un peu de médicaments. J'entendais tout à l'heure que palier 3, les morphiniques, c'était un peu, ça faisait peur. Ça ne doit pas faire plus peur qu'un palier 2 ou qu'un anti-inflammatoire. Chaque médicament a des effets indésirables. Il doit être mis prudemment, justement, je dirais, pour ce qu'il faut, avec des bons objectifs et surveiller. On ne peut pas prendre en charge la douleur sans établir un lien avec une personne. C'est quelque chose d'intime, la douleur. Et donc là-dessus,
évidemment, il y a plein d'approches non médicamenteuses qui vont agir à la fois sur la composante affective, émotionnelle, mais aussi sur la perception de la douleur et sur l'aspect physiologique de la douleur, comme l'hypnose, comme les médecines complémentaires, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, et puis j'ai cité l'hypnose, mais il y a la relaxation, la sophrologie, et le mouvement, réapprendre à ce que les gens fassent bien avec leur corps. La prise en charge de la douleur en France, elle se fait principalement à l'hôpital parce que c'est quelque chose qui demande du temps, et qui dit temps dit moindre rentabilité. Alors c'est vrai qu'on reçoit des gens qui ont été évalués par le rhumato, le neuro, et puis le fait d'être à l'hôpital, même si les gens ne sont pas dans la structure, on fait appel à eux. Je travaille beaucoup avec les neurologues, je travaille avec les rhumatologues. Voilà, ils ne sont pas spécialisés de la douleur, mais je les ai, je peux leur demander des avis. Le lien thérapeutique, il est pour l'évaluation, mais il est aussi pour après que les gens comprennent ce qu'ils ont, comprennent pourquoi on fait ça et ça et ça, et pourquoi ils doivent le prendre à telle heure et pas à telle heure, avant de faire telle chose. Et ça, c'est fondamental. Je suis venue, vers 14 ans, avec mon père, en bateau. Donc j'ai eu ce magnifique souvenir d'Alger au petit matin, qui était rose et blanc pratiquement. Parce que ma sœur faisait avec son mari la coopération en tant que professeur. Et j'étais venue pendant les vacances de Noël. Et j'avais eu le loisir, j'en ai un souvenir formidable d'avoir été dans le MZAB. Je suis néphrologue et je suis le fils d'un des rhumatologues, c'est mon père, Cheikh Ben Moussa Brahim, l'un des membres de la RAP. Et en fait, j'ai été convié cette fois-ci en fait, autant que néphrologue, en fait, pour parler d'un problème qui préoccupe un peu la communauté médicale autour des anti-inflammatoires. Donc en fin de compte, c'est un médicament qui est super efficace, l'une des familles des médicaments qui est la plus prescrite. Et en fin de compte, on a des effets secondaires rénaux, cardiovasculaires, gastro-entérologiques. Et en fin de compte, les rhumatologues ont eu la bonne idée de nous réunir un peu tous autour d'une table ronde. Et en fait, pour discuter, trouver un peu des compromis pour avoir, on va dire en grosso modo, des bonnes pratiques autour de ces médicaments. Quand un médicament est efficace, il y a toujours derrière des effets secondaires. Alors les anti-inflammatoires, comme c'est un ancien médicament, ancien entre parenthèses, chaque fois on découvre de nouvelles choses, que ce soit in vivo ou in vitro, et en fin de compte, il y a toujours des points sensibles à revoir. Alors surtout que ce médicament, il est libre, c'est-à-dire qu'il y a de l'automédication qui est assez importante, parce qu'on a un peu, pas dédiabolisé, on a un peu simplifié son utilisation au prix où n'importe qui peut aller dans une pharmacie, acheter un anti-inflammatoire et le prendre. Mais il faut connaître les risques, les dangers. Voilà, effectivement. Alors les risques, il y a des terrains comme chez les femmes enceintes où c'est carrément proscrit, mais encore chez les insuffisants rénaux, les cardiaques, les diabétiques, et essentiellement les personnes âgées qui sont très sensibles en fin de compte. C'est un médicament qui va bien agir sur la douleur, mais il a des récepteurs un peu partout dans l'organisme et il va avoir automatiquement des effets néfastes s'il n'est pas bien utilisé ou s'il n'est pas bien prescrit. Et donc c'est normal, quand un médicament nous soulage, on a envie d'en reprendre. Mais là, il nous soulage, mais il y a toujours des petites conditions derrière. Et comme l'insuffisance rénale est un problème, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de signe jusqu'à ce que les reins soient détériorés de manière temporaire ou de manière chronique. Et en fin de compte, c'est là où les gros problèmes commencent. Alors pour reprendre un peu, le rein, c'est un peu le gros filtre de l'organisme. Hein. Donc il nous permet d'éliminer la plupart des médicaments avec le foie. Et en fin de compte, si on détériore le rein, on va carrément tomber dans un cercle vicieux où en fin de compte, le rein, son dysfonctionnement ne nous permettra plus d'utiliser plusieurs médicaments. Alors nous, on évalue la fonction rénale avec un dosage qui s'appelle la créatinine, mais en fin de compte, il y a un calcul en clairance, un débit qu'on essaie d'évaluer. Il y a des débits carrément qui ne nous permettent pas d'utiliser quelques médicaments comme les anti-inflammatoires. Donc comment arriver à bien prescrire, c'est-à-dire prescrire pour soulager et nuire un minimum. C'est très difficile, hein. Ça paraît peut-être noir sur blanc, ça paraît peut-être
évident et facile, mais en fin de compte, quel que soit le médecin, qu'il soit médecin généraliste ou spécialiste, c'est vraiment un casse-tête. Et là, l'avantage de cet événement, c'est qu'en fin de compte, les rhumatologues ont appelé en fin de compte les autres spécialistes, ils nous ont dit voilà, est-ce qu'on peut ressortir avec des petits points, des petites recommandations? On a essayé un peu à travers cette table ronde de laisser quelques points aux rhumatologues qui vont eux prescrire et qui vont conseiller le patient en fin de compte. Et vous imaginez s'il y a des informations diffusent à travers les médecins puis aux patients, et donc là on pourra au moins protéger nos patients et un peu dispatcher des informations pour prévenir un peu les effets secondaires de ces médicaments. Ça paraît effectivement assez incroyable, mais au fait, on a des pathologies communes et surtout on a des patients communs. Donc il faut collaborer, il faut s'associer pour donner des solutions et apporter le meilleur remède possible à nos patients atteints effectivement de pathologies oculaires et de rhumatisme en même temps. Beaucoup d'échanges. Je vois que les gens sont très curieux, ils veulent apprendre et au fait on essaye vraiment de partager et d'échanger parce qu'en fait quand on apprend tous les jours, donc moi je leur donne un peu d'ophtalmo et je leur prends un peu de rhumato. On a parlé des uvéites en fait non infectieuses, des uvéites inflammatoires, des uvéites liées à des pathologies inflammatoires chroniques qui touchent effectivement différents organes. L'œil en fait partie, et le fait d'échanger sur ce que le regard de l'ophtalmo avec le regard de l'interniste permet effectivement une meilleure prise en charge de ce patient-là. Je pense qu'il y a des choses à faire en Algérie, comme il y a des choses à faire en France. Donc, au fait, la médecine n'arrête pas d'évoluer. J'ai la chance de faire un métier absolument exceptionnel où j'ai un échange avec le monde entier, avec mes collègues du monde entier. Donc, je change régulièrement avec mes collègues américains, britanniques, allemands, danois, italiens, espagnols. Donc, au fait, c'est ce qui fait que ça fait une belle richesse pour ce métier et un bel échange pour faire évoluer. C'est quoi l'intérêt, au fait? C'est le patient. C'est vraiment l'intérêt, c'est le patient. Donc il faut essayer de trouver des solutions et les partager pour la prise en charge d'un patient et la prise en charge convenable du patient. Un exemple, je suis chef de service à l'hôpital de Mantes depuis le 1er janvier 2001. Mais avant ça, il y avait une vie d'interne et d'assistant forcément. Donc ça fait un certain nombre d'années quand même. Entre ta manière d'opérer des interventions Alors moi je dis toujours une chose qui va faire sourire et qui fait sourire les jeunes surtout. Entre ce qu'on m'a appris et ce que je fais aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Donc ça prouve bien que la médecine évolue et elle évolue tout le temps. Et il faut rester tout le temps en contact, c'est très important. On parle de chirurgie robotique de plus en plus, d'image de synthèse assistée. Oui, parfaitement. En fait, c'est des outils qui vont permettre d'aider, entre guillemets. C'est la génération Internet, c'est la génération effectivement tout va très vite. On a des outils absolument exceptionnels et il faut qu'on s'en serve pour effectivement avoir un geste plus sûr, plus précis, moins de complications, une réhabilitation beaucoup plus rapide. Donc il faut tout ça, mettre en œuvre toutes ces technologies pour le bien-être de l'humanité naturellement. Je pense que je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais. Et cette passion passe effectivement par l'échange. Donc, vous savez, on apprend tous les jours. Là, j'ai assisté au congrès de rhumato. Il y a un collègue qui a parlé de l'avenir et au fait, tout se rejoint. Non, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Prêt à revenir si on te sollicite Parfaitement, oui, avec un immense plaisir, vraiment. L'accueil est toujours chaleureux et les gens sont très curieux. Et ça, c'est génial. J'ai pu présenter cette communication sur la médecine personnalisée et génomique, c'est-à-dire une sorte de synthèse de ce qu'on sait déjà quand on est intéressé précisément à cette médecine-là, mais qui n'est pas à ce jour véritablement diffusée à tous les professionnels de santé, alors même que dans peu de temps, ils seront les premiers concernés. Et donc c'est toute une révolution qui se met en place, à la fois dans l'utilisation des données de santé qui sont en train de s'accumuler, l'utilisation de nouveaux logiciels et d'algorithmes qui vont aider au diagnostic et qui vont permettre aux médecins d'améliorer leur performance, mais qui au final risquent de devenir presque leurs propres concurrents. Et puis derrière tout cela, l'utilisation par les grands groupes américains et chinois actuellement
concurrentiels que sont Google, Amazon, Microsoft, Apple et Facebook face à leurs équivalents comme Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et toutes ces entreprises à la fois américaines et chinoises pèsent en elles-mêmes 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'elles ont à leur disposition un potentiel financier qui leur permettra d'agir sur l'évolution de cette médecine numérique que les États maintenant ne maîtriseront plus. Donc il y aura sûrement des bonnes choses qui seront utiles pour la pratique médicale et pour les patients, avec derrière une pratique probablement financière qui n'aura plus le même, du moins la même finalité qu'on ne l'avait jusqu'à ce jour. À chaque année, on a l'impression que tu viens avec une innovation. Il y a 2 ans, ça, tu nous as parlé d'hypnose appliquée à la rhumato. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, devant cette accélération de l'usage des géants du numérique avec l'e-learning qui va nous permettre d'accélérer l'accumulation des connaissances et l'amélioration et la précision du diagnostic, toute cette partie qui se met en place se fait sans les médecins, des techniciens, des biostatisticiens, des mathématiciens savent parfaitement maîtriser ces données, ils savent les couper, les recouper, si bien que le rôle du médecin va se réduire à être au pire un simple répartiteur de ces informations, éventuellement quelqu'un qui aidera à comprendre ce que seront ces données, un orienteur dans le système, mais il restera tout de même une médecine que le robot ou la chambre numérique ou la cabine numérique ne pourra pas remplacer. C'est le simple regard porté sur l'autre, c'est l'échange humain qui commence déjà par un contact, ne serait-ce que de se serrer la main, de se regarder les yeux dans les yeux. Et cet effet thérapeutique existe et continuera d'exister. Et de fait, la science, dit donc cognitive, la neuroscience, valide d'une certaine façon la pratique de l'hypnose, la pratique de la méditation, mais dans l'échange et dans ce qu'il y a de thérapeutique dans cet échange. Maintenant, ça doit faire 4 ans que je viens à la fois au congrès de la RAP et que je propose des formations auprès de mes collègues en échographie ostéo-articulaire. Et je pense que l'avenir des médecins passe aussi, pour l'instant encore pendant quelques années, dans la maîtrise d'un certain nombre d'actes techniques que les robots ne sont pas encore prêts à prendre le relais, bien qu'on commence à avoir une robotique dans la chirurgie, dans les implantations dentaires, mais pour de la chirurgie de haut niveau, pour l'instant, les gestes techniques resteront nécessaires et l'aide au diagnostic que peut représenter un appareil d'écho, par exemple, sera encore pour quelques années aussi une sauvegarde de la pratique en cabinet. Un partenariat depuis maintenant plusieurs années. On essaie d'élaborer des projets, des formations interactifs. Ils viennent chez nous en France dans les différents sites et puis nous on vient au congrès et en congrès présenter des choses en interactivité avec eux. Je suis plutôt dans l'orientation de l'éducation thérapeutique des douleurs chroniques. Donc c'est plus mon orientation et cette année, je vais leur faire une communication, on va un petit peu discuter sur tout ce qui peut être médecine complémentaire, c'est-à-dire introduire dans la prise en charge classique de la douleur chronique, quelle que soit la douleur, en particulier du dos, introduire des nouvelles médecines telles l'hypnose, telle l'acupuncture, telle l'auriculothérapie. Et cette année, justement, on va faire un petit atelier sur l'auriculothérapie pour essayer de leur donner une initiation sur l'auriculothérapie pour optimiser et donner le plus de chances possible à leurs patients d'avoir le moins de douleur possible. Il y a une thérapie qui a fait sa preuve depuis 1960, elle a évolué, elle est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des diplômes interuniversitaires entre le Kremlin-Bicêtre et Strasbourg. Il y a plein de formations qui se font, mais chez les rhumatologues
c'est pas encore. Donc il y a plein d'intervenants qui viennent de France et qui forment des médecins généralistes, des médecins douleurs. Par contre, là, dans le monde de la rhumatologie, elle n'est pas encore introduite. J'espère initier et puis faire intéresser mes confrères algériens dans au moins dans l'utilisation en complémentarité par rapport au reste de la prise en charge. Une organisation, une présentation particulière cette année? Oui, j'ai fait un certain nombre d'interventions et j'en ai fait qu'un tiers. Là, il en reste 2 pour ce soir, puisqu'on va finir avec la controverse sur les anti-TNF, les biothérapies contre les traitements classiques, et puis je vais faire une petite mise au point sur le rhumatisme psoriasique. Toujours aussi heureux de venir en Algérie? Toujours, toujours. C'est toujours un plaisir et c'est toujours aussi une émotion, tu vois. Surtout ici, Alger. Voilà, ouais, toujours. D'accord. La rhumato algérienne, à ton avis, aujourd'hui, elle est à quel niveau? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Elle est au même niveau que la rhumato française, dont on sait qu'il y a beaucoup de progrès sur des... Moi, je trouve que c'est très inégal. Tu as des gens brillants qui ont vraiment des travaux intéressants, ce qui nous a été présenté cet après-midi avec la cohorte des rhumatismes inflammatoires indéterminés, il y a la cohorte sur la gonarthrose qui était très bien, tu vois, il y a des travaux qui sont vraiment intéressants, qui sont novateurs avec des éléments épidémiologiques que nous n'avons pas en France parce qu'on n'a pas les mêmes pathologies, on n'a pas les mêmes malades. Et puis alors il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins, on va dire, intéressants pour moi. La relève est assurée au niveau des générations qui suivent, que ce soit en Algérie ou en France. Alors, en France, je peux répondre. Je suis très inquiet sur notre avenir, mais pas qu'en rhumato, sur la façon dont on fabrique les médecins aujourd'hui et la façon dont les choses tournent. Alors, je suis très inquiet sur plusieurs points. Et j'ai quand même l'impression que l'Algérie prend le même chemin. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même il y a un certain nombre d'éléments qui m'inquiètent, notamment la féminisation. J'adore les femmes, mais je trouve que la féminisation, c'est pas obligatoirement une très bonne chose, pour la médecine en tout cas. Voilà. De vocation aussi, une vocation un peu en... Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont quand même très intéressés par le profit. Quoi qu'on en dise, la médecine, ça te permet de vivre, mais tu ne seras jamais très riche. Et donc, des gens qui auraient pu être d'excellents médecins vont se détourner vers des professions beaucoup plus lucratives. Et je pense aux garçons, par exemple, tout ce qui est commercial, industriel, alors que ça aurait été d'excellents médecins. Et je trouve que le niveau a un peu baissé en France, en tout cas. Et moi, je le constate avec la féminisation, quoi. Les femmes, il y a beaucoup de femmes médecins, et les femmes médecins, elles ont à faire leur métier, mais elles ont à s'occuper de leur mari et de leurs enfants. Toutes les femmes n'ont pas eu un mari comme moi, qui s'est occupé de ses enfants petits, qui savait leur préparer le biberon, les langer, leur donner le bain et tout. Donc je crois qu'on a de l'inquiétude à se faire. Non, je te disais, je m'inquiète parce que je trouve qu'il y a de moins en moins d'humanité, les gens font ce travail pour gagner leur vie, la médecine nourrit son homme, heureusement, mais on a quand même un beau métier, c'est le métier de l'empathie, de la pitié, d'aider les autres, et je suis de moins en moins convaincu que ça va se poursuivre, quoi. Voilà. Bon, mais j'espère que je me trompe. À l'occasion donc du 16e congrès de l'ARAP, l'association des rhumatologues algériens privés, il y a des nouveautés, il y a toujours des nouveautés. Mais comme il y a beaucoup de nouveautés, je préfère me concentrer sur une seule maladie, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, vous savez que on dit que c'est une maladie et puis c'est une épidémie silencieuse, parce qu'elle vient tout doucement. Alors avant, on n'avait pas beaucoup de traitements malheureusement, on n'avait rien. Il y a quelques années, on n'avait rien. Il y avait au début le didronel, mais il y a une trentaine d'années, mais ce n'était pas efficace du tout. Maintenant, ça fait beaucoup d'effets délétères. Absolument. Mais là, on a des médicaments formidables pour l'ostéoporose. C'est l'os qui est poreux, les malades marchent avec une syphose, etc. Mais avec ces médicaments, on leur dit, prenez les médicaments, et on s'adresse à la malade, on lui dit, lève-toi et marche. Et elle se lève et marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des médicaments, par exemple les bisphosphonates, 1 comprimé par semaine,
Il y a beaucoup de spécialités. Il y a une dizaine de médicaments d'alendronate. Et ensuite, on a créé des médicaments, une injection pratiquement tous les 6 mois. Et ensuite, il y a une injection, justement, il y a une injection par an. Et maintenant, il y a une injection pour la vie. Une injection. Mais ces injections avant, elles n'étaient pas disponibles en Algérie. C'était pas disponible en Algérie. Maintenant, c'est disponible. C'est excessivement cher, mais c'est gratuit au niveau des hôpitaux. On n'a pas besoin de s'adresser à la CNAS, pas du tout. Et dernièrement, il y a un médicament des Onusumab. Il est disponible maintenant au niveau des hôpitaux, des Onusab, et donc Prolia. Les gens le connaissent très bien. Et c'est un médicament où c'est une injection sous-cutanée tout simplement. Une injection tous les 6 mois. Et ça ne coûte pas cher. Et c'est des résultats formidables. Et même au niveau de l'os, on voit l'os se reconstruire. On contrôle avec la DMO, l'os se reconstruit. Donc il y a énormément de médicaments. Je ne peux pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, ces médicaments sont chers et ils ne sont pas... C'est-à-dire il y a tout un staff, il y a toute une réunion pour délivrer ces médicaments chez nous. C'est gratuit, c'est dans la journée et peut-être on va essayer de les remettre en main propre aux malades. On peut les remettre, ils peuvent les faire chez eux en sous-cutané. Alors, le problème qui reste posé, c'est un problème... c'est-à-dire que si ces médicaments sont disponibles ou seront disponibles en officine, c'est vraiment la joie, c'est le bonheur pour les malades. C'est le bonheur pour nos malades. Pourquoi? Parce qu'on prescrit ce médicament, ils vont au niveau de l'officine, il est remboursable et les médicaments et les gens sont... Donc le problème d'observance ne se pose plus et le malade est tout à fait content, le médecin aussi. Donc c'est une merveille.